Bonjour à tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Aujourd'hui, j'accueille dans nos locaux parisiens Louis-Augustin Calonne, qui est un confrère, mais pas seulement. Bonjour Louis-Augustin. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Louis-Augustin, nous nous sommes rencontrés car nous avons une véritable passion en commun, la lecture corporelle. Nous allons rentrer dans le détail de ce que cela recouvre et aussi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu nous parles de l'analyse comportementale telle que tu la pratiques en tant qu'activité professionnelle depuis bientôt 2 ans. Un peu plus de 3 ans même, merci Virginie. Je t'en prie. Alors pour ceux qui, comme nous, sont attirés par le domaine du langage du corps, tu vas nous livrer également 3 meilleurs conseils à destination des RH qui souhaitent justement s'appuyer sur la communication non verbale dans leur interaction, que ce soit avec un collaborateur ou un candidat, donc restez avec nous. Alors Louis-Augustin, nous sommes tous les deux membres de l'AES, donc l'Association Européenne de Synergologie. Nous avons été diplômés à peu près au même moment, moi à Lausanne en Suisse et toi à Paris. Donc nous avons suivi la même formation de synergologie. Exactement, tout à fait. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que signifie ce mot, peux-tu nous éclairer sur cette discipline ? Bien sûr, la synergologie est la discipline qui permet d'appréhender l'humain à partir de la structure de son langage corporel. C'est une discipline qui a été créée il y a une trentaine d'années par le docteur Philippe Turchet et qui est dispensée exclusivement à l'Institut Européen de Synergologie en Europe, donc l'IES. C'est donc une des disciplines qui s'intéresse au langage muet du corps, qui pourtant a tellement de choses à nous apprendre. Du coup, nous pouvons dire que la synergologie créée par Philippe Turchet est complémentaire des travaux de Paul Ekman, le célèbre psychologue américain, qui a également beaucoup travaillé sur les émotions et également la détection du mensonge au travers des expressions faciales, entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Louis-Augustin, je te propose que tu nous parles de toi, de ton parcours initial tout d'abord. Bien sûr, j'ai fait une école de commerce il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, l'EDC, à Paris. Et comment du coup as-tu découvert la synergologie ? Eh bien, figure-toi que alors que j'étais à l'EDC, en colocation avec Quentin, un ami, nous avons regardé Lie to Me, donc la série supervisée par Paul Ekman, et on a trouvé ça passionnant et on s'est un peu mutuellement entraîné dans des lectures, des conférences, des anti-conférences notamment de la synergologie. Puis j'ai eu des échanges avec l'IES, et j'ai fini par me dire que ce serait intéressant que je me lance, et donc j'ai commencé, et puis ensuite j'ai fini. Donc du coup ça a eu un effet dingue sur toi, cette découverte ? Tout à fait, j'ai vraiment adoré. J'étais un peu sceptique au départ, parce que c'est une série américaine, parce que je connaissais pas du tout. Je me suis demandé dans quelle mesure ça s'apprenait, dans quelle mesure c'était scientifique, dans quelle mesure est-ce qu'on devenait pas un peu fou en observant, en étant en capacité d'observer un peu tout ça. Donc j'y suis allé un peu à tâtons, de manière assez prudente, et puis finalement j'ai vraiment adoré, j'ai fini, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur le comportement humain au sens large, et puis j'ai fini par en faire mon métier. Et du coup, comment tu t'es préparé et formé à accompagner les dirigeants dont tu t'occupes aujourd'hui, on va dire ? Écoute, j'ai un master en entrepreneuriat avec l'EDC, donc du coup j'ai eu cette envie et j'ai cette envie d'entreprendre et un certain goût pour la liberté. Et donc à la fin de mon CDI et à la fin de mes études de synergologie, je me suis lancé. J'ai suivi une dizaine de chefs d'entreprise pour voir dans quelle mesure est-ce que justement mes compétences liées au monde de l'entreprise apprises en école, pendant mes stages, etc. et mes connaissances apprises grâce à la synergologie, la PNL, la psychologie, etc. Dans quelle mesure est-ce que ça pouvait se matcher au sein de l'entreprise. Donc j'ai suivi une dizaine de chefs d'entreprise et par voie de conséquence, je me suis aperçu qu'il y avait 2 grands secteurs sur lesquels ces compétences pouvaient être utiles, les recrutements et les rendez-vous commerciaux au sens large. Donc du coup maintenant tu as quitté ton poste, tu t'es lancé à ton compte il y a bientôt 3 ans je crois que tu disais. Ouais. Et aujourd'hui quelles sont tes différentes activités ? Alors elles sont au nombre de 3, il y en a 2 majeures et une qui prend de plus en plus de place et qui se développe. Pour les 2 majeures, il y a l'analyse comportementale avec une posture plutôt passive d'observation et puis la négociation-médiation où là de manière plutôt active on intervient et également l'accompagnement, donc il y a cette branche qui se lève. Je suis pas coach mais l'idée c'est grâce à l'ensemble des outils autour de la psychologie que j'ai de pouvoir faire en entreprise d'une manière personnelle de l'accompagnement pour lever certaines barrières. D'accord, donc du coup c'est plutôt à destination des professionnels et puis là une dernière dimension plutôt orientée particulier. Exactement, il s'agit de communication au sens large donc tout ça se recoupe parfois un peu mais en effet c'est plutôt orienté professionnel. Ok, et du coup pour rester sur la partie comportementale, quel est l'objectif de ton intervention ? Est-ce que tu es une sorte de mentaliste ? Alors, mentaliste, non, même si j'ai pas mal d'amis mentalistes et que j'aime beaucoup le mentalisme. Je suis pas du tout magicien de l'esprit ou quoi que ce soit. Non, là, l'idée, c'est d'aider mes clients dans leur prise de décision, leur apporter une expertise, des compétences externes et surtout une objectivité externe également pour les aider dans leur prise de décision, quelle qu'elle soit. Ok, et du coup, quels résultats les chefs d'entreprise peuvent en attendre ? Je dirais probablement de l'objectivité. Moi qui me passionne pour le fonctionnement du cerveau, avec les biais cognitifs, les différents systèmes de pensée, tout un tas de raccourcis mentaux qu'on fait, c'est assez difficile, voire même quasiment impossible, c'est moi qui le dis, de prendre des décisions objectives. Souvent, heureusement, ces décisions non objectives sont pertinentes. Parfois, elles ne le sont pas. Et quand elles ne le sont pas et que c'est dans le secteur de l'entreprise, il peut y avoir plein de mauvaises surprises. Et l'idée, c'est justement d'éviter ces mauvaises surprises. Et
Également, donc, du coup, dans tes prestations de médiation, j'imagine, tu utilises ton expertise du langage corporel. Comment ça te permet d'intervenir différemment? Alors je l'utilise, oui, cela étant dit, dû à cette posture active dans le cadre de la médiation, je l'utilise moins. Dans le cadre de l'analyse comportementale, donc en effet, il fait que de l'analyse comportementale, beaucoup d'observations, j'interviens assez peu. Dans le cadre de la négociation et de la médiation, là pour le coup, je participe, je parle, j'écoute activement, etc. Donc forcément que je suis moins en capacité d'observer. Cela étant dit, il y a des ballons qui passent, je suis devenu inconsciemment compétent, comme nous le montre la PNL, et donc du coup, lors des échanges, en fonction de certains items qui apparaissent, ça me permet de rebondir, de poser des questions et d'ajuster pour être le plus pertinent possible. Tout ça de manière bienveillante. Ok. Alors du coup, en ce moment, la communication non verbale est plutôt à la mode, là, depuis quelques temps. Beaucoup de disciplines s'y intéressent. Après, pourtant, de longues années où elle n'a pas été... on ne s'est pas beaucoup intéressé, elle a même été plutôt ignorée, voire passée au second plan. Comment expliques-tu cela, toi, aujourd'hui? Écoute, j'ai une pensée pour mon ami Idrissa Berkane, qui rappelle assez souvent dans ses conférences qu'en effet, les idées nouvelles, innovantes, passent par 3 phases. Elles sont d'abord ridicules, dangereuses et évidentes. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans la phase un peu ridicule ou dangereuse en fonction des personnes. Peut-être parce que ça fait un peu peur, peut-être parce que c'est pas une science dure, ce qui est pas du tout un problème à mon sens, et puis peut-être parce qu'il y a des amalgames qui sont faits avec le mentalisme dont tu parlais tout à l'heure. L'idée c'est bien il s'agit bien de communication au sens large, de manière bienveillante, et donc je pense que ça se développe de plus en plus, notamment avec l'avancée des neurosciences et de recherches scientifiques. Du coup, l'aspect intrusif, ça peut faire un petit peu peur, on va dire, et on l'aurait un peu dépassé pour se dire que maintenant on est dans la phase, ok, c'est évident, il faut vraiment s'y intéresser. Moi qui ai un peu de retour, étant passionné, et puis qui vois l'impact que ça a sur mes clients, bien sûr que je pense qu'il faut s'y intéresser et que c'est un impact positif. Est-ce que c'est intrusif? J'ai envie de comparer avec la psychologie ou la psychiatrie. C'est vrai qu'assez souvent, j'ai l'impression qu'il y a 2 réactions par rapport à ça. Une réaction plutôt assez géniale, on partage tout un tas de problématiques, etc. Enfin voilà, les gens, quand ils parlent d'un psy, ont envie de leur parler de leur vie, ou alors il y a l'extrême un peu inverse, oula, le psy et l'analyse comportementale voient tout, dit tout, donc je me ferme comme une huître et j'ai un peu peur. C'est pas du tout ça l'idée. Oui, on voit des choses. Cela étant dit, souvent, comme dans le cas de la psychologie, en effet, si on peut pas poser de questions, si on peut pas creuser un peu, on peut pas être sûr de manière certaine. Et la bienveillance est très importante là-dedans. L'idée, c'est de ne pas être intrusif. Et du coup, dans tes activités, aujourd'hui, à quel type de public ou quel secteur d'activité tu t'adresses? Je dirais un peu tout type de public. L'idée, c'est qu'il y ait une confiance mutuelle et qu'on travaille sur des problématiques qui sont en lien avec mes valeurs aussi. Donc du coup, plutôt du professionnel, tu l'as compris. Cela étant dit, il y a tout type d'entreprises, des entrepreneurs qui se lancent, on fait du business coaching, des entreprises bien installées, des PME, des entreprises du CAC 40, sur des réceptions d'appels d'offres, sur des entretiens, donc sur de la négociation, de la médiation, enfin tout ça est assez large. Une démarche qualitative, et qu'il y ait des problématiques qui me parlent et qui infitent entre nous. Du coup, d'une manière générale, j'aimerais que tu nous dises quelle situation peut amener une entreprise à avoir recours à tes services. Alors je dirais qu'il faut rechercher un besoin d'objectivité. Il peut y avoir une prise de décision qui soit complexe ou qui soit importante pour l'entreprise, importante pour 3 principales raisons. Un budget qui soit conséquent, budget conséquent c'est relatif à la taille de l'entreprise, et ou une prise de décision stratégique, et ou une prise de décision dans un timing un peu serré, parfois 2 ou 3 de ces aspects-là, et donc l'entreprise, le chef d'entreprise se dit tiens, il faut pas que je me plante, ou en tout cas il faut que je mette toutes les chances de mon côté, et donc du coup j'ai besoin d'objectivité, j'ai besoin d'être sûr que tout soit le plus clair possible, et à ce moment-là, en travaillant ensemble, on arrive à avoir des résultats qui soient les plus clairs possibles, et surtout à relever certaines problématiques qui peuvent y avoir pour avoir un impact le plus clair possible. Ok, tu pourrais nous donner un exemple? Oui, alors des exemples, il y en a plein. On a travaillé sur des soutenances d'appels d'offres pour des grands groupes, où on a relevé l'authenticité des bidders, donc des entreprises qui venaient soutenir, les recrutements bien sûr, pour plusieurs raisons, s'assurer de l'authenticité d'un candidat, de sa réelle compréhension d'une fiche de poste, d'une intégration plus ou moins rapide dans une équipe, tout ça de manière bienveillante, je le rappelle. Il y a des négociations, là je suis en train de finir une négociation pour la vente d'une start-up, de l'accompagnement de diplomates, il y a plein d'exemples disponibles sur le site internet. C'est assez varié du Exactement. coup. Et étant donné la situation sanitaire qui limite les rencontres en face à face, qu'est-ce que ça change pour toi dans ton quotidien? Alors à la fois tout et rien, j'ai une capacité d'adaptation assez forte et que donc du coup, dès lors qu'il a fallu faire des webinaires à distance, etc., ça posait pas trop de problèmes. Et en même temps tout, parce qu'en effet l'analyse comportementale dans des rendez-vous physiques est moins présente à l'heure actuelle. Et donc on fait plus de Zoom ou plus d'analyse de contenu disponible sur internet. Il a fallu s'adapter, comme je te disais tout à l'heure aussi, la partie accompagnement s'est beaucoup développée. Donc tout et rien, pas rien en termes d'état d'esprit et tout en termes d'opportunités. Il faut noter, cela étant dit, on parlait de Paul Ekman tout à l'heure, les 7 micro-expressions faciales qui sont visibles le sont malgré tout avec le masque, puisqu'il se passe aussi des choses au niveau des yeux, sauf éventuellement le mépris, puisque c'est uniquement au niveau de la bouche. Donc en fait, masqué ou pas masqué, à distance ou pas à distance, il se passe quand même beaucoup de choses sur la partie haute du visage, et donc il y a quand même des choses à voir. Ok, et alors concrètement, comment se déroule ton intervention? Alors il y a un travail préparatoire assez important. Moi je veux faire du travail de qualité, enfin en tout cas c'est important pour moi que ce soit
le cas, que ce soit dans les échanges ou dans le rendu. Donc il y a un travail préparatoire de compréhension des enjeux, de compréhension des problématiques qui est assez forte. Ensuite, il y a une présence au rendez-vous, que ce soit à distance, en physique, soit dans le cadre de négociation, d'analyse comportementale, etc. Ensuite, des débriefs, des échanges et une mise à jour. On peut fonctionner avec des reporting également, et face à face, l'idée c'est de pouvoir s'adapter en fonction des besoins, surtout à l'heure actuelle. Il y a aussi une remarque qu'on entend beaucoup lorsqu'on aborde la thématique du langage corporel, de l'analyse comportementale, c'est la manipulation. Peux-tu approfondir ce point pour clarifier ? Manipulation, influence, je pense qu'il ne faut pas trop les confondre. Les deux ne sont pas forcément négatives. Je crois que c'est Paul Ekman aussi qui parle de ça. On ment tous plusieurs fois par jour, 5, 6, 7, une dizaine de fois, disons. Certains mensonges sont blancs, positifs, ou en tout cas quasiment neutres. Donc je pense qu'il ne faut pas voir l'influence, manipulation comme le mensonge de manière uniquement négative. On se fait manipuler par nos enfants, on manipule nos proches, les collaborateurs également de manière bienveillante souvent. On parlait un peu de négociation. Les forces spéciales avec lesquelles je me suis formé lorsqu'elles doivent intervenir sur des tentatives de suicide, par exemple, de gens qui veulent sauter le tour, soit elles manipulent et à ce moment-là, la personne descend dans les quelques minutes. Et à ce moment-là, donc c'est très court terme, on atteint un objectif mais qui est limité. Soit à l'inverse, on tend plus vers l'influence. Et auquel cas, la personne, ça va prendre plus de temps et la personne non seulement finira par descendre, mais elle devrait normalement ne pas réessayer ou en tout cas pas tout de suite. Donc en fait, je pense qu'il faut désacraliser le côté un peu négatif de l'influence et de la manipulation. Cela étant dit, je pense qu'on est les premiers manipulateurs, c'est notre cerveau, enfin c'est nous-mêmes. On se raconte pas mal d'histoires, notre cerveau est programmé pour ça et donc dans nos prises de décision, il y a un certain nombre de biais cognitifs qui font que quand on est lancé dans une voie, on a envie probablement souvent d'aller jusqu'au bout. Et c'est là aussi où l'objectivité externe et la détection justement de ces processus qui sont en cours peuvent aider la prise de décision. Donc il ne faut pas avoir peur de l'influence manipulation, ce ne sont pas des gros mots, ça se travaille et surtout on peut se faire aider pour être le moins victime possible. Et être plus objectif du coup. Exactement. Ok, et côté budget, à quoi l'entreprise doit s'attendre en termes de prix pour l'une de tes prestations ? Écoute, j'aimerais que le budget ne soit pas une problématique en soi. Je parlais de qualité d'intervention et de diversité des acteurs entre un grand groupe sur une négociation complexe, business coaching d'un entrepreneur qui se lance, etc. On va être sur des ordres de grandeur très différents, de plusieurs centaines à quelques milliers d'euros. Cela étant dit, si c'est vraiment important, un peu comme dans l'I2Me, si vraiment c'est important, s'il y a des enjeux en termes de valeur, etc., qui sont importants pour le client, l'idée ça va être de pouvoir en discuter. Entre le taux journalier moyen, le forfait ou l'abonnement, il y a des solutions, on peut trouver des solutions. D'accord, ok. Alors du coup, pour passer à l'action, l'entreprise prend contact avec toi, tu les rencontres. Exactement, on échange, on s'assure qu'on soit aligné, que je puisse répondre à la problématique et qu'on souhaite répondre à la problématique, encore une fois, parce que les valeurs sont importantes. On se rencontre physiquement si possible, et puis on peut être disponible sur les différents réseaux et via le site internet notamment. Et pour ceux qui nous écoutent, alors quels seraient les 3 conseils ou astuces que tu peux nous donner à destination des RH qui souhaitent justement s'appuyer sur la communication non verbale ? Je vais en profiter pour essayer de combattre un préjugé qui est que non, c'est pas parce qu'on croise les bras que forcément le candidat ou nous sommes fermés. Ça peut être un signe, mais ça ne suffit pas. Donc, s'il vous plaît, ne voyez pas ça comme tel. Et du coup, si vous êtes candidat, essayez de ne pas trop vous forcer à ne pas croiser les bras. Restez focus sur ce qui se passe. Un deuxième conseil peut-être, les entretiens, ça reste des moments souvent stressants pour les candidats. Donc, essayez d'avoir un espace convivial, clair, bienveillant, où on est en capacité de dire ce qu'on pense, de penser que l'autre a raison et on est en capacité d'avoir une posture empathique, c'est important. Donc il faut essayer de favoriser ça. Moi, souvent, dans le cadre de mes interventions, dans le cadre de recrutement, la bienveillance fait qu'en effet, je veux m'assurer que le candidat soit le plus à l'aise possible. Donc ça passe par tout un tas de choses, vouvoiement, tutoiement, ou changer la disposition d'action, etc. Enfin voilà, donc gardez en tête que si la personne le candidat est trop stressé, il y a peut-être des choses à faire. Un dernier conseil recoupe peut-être ce que je disais à la question précédente, à savoir garder en tête qu'à un instant T, dans une prise de décision pour un candidat plutôt qu'un autre, vous racontez peut-être des histoires, donc prenez le recul nécessaire, que ce soit avec les consultants externes, que ce soit en laissant passer grâce à un débrief quelques minutes ou ensuite quelques heures, ça peut être pertinent. Alors Louis-Augustin, je me suis laissé dire que tu étais avide de lecture sur le développement personnel et que ça te poussait à te fixer toujours plus de challenges. Dans quelle mesure peux-tu nous partager ton prochain challenge avec nous ? C'est drôle que tu me parles de ça, alors hormis les challenges perso qui ont probablement pas trop d'intérêt, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'en effet c'est très important notamment pour le cerveau d'étendre sa zone de confort et pas forcément de sortir de sa zone de confort, bon ça c'est un autre débat, mais en effet j'aime bien me fixer des challenges. D'un point de vue professionnel, j'ai l'impression que ça passe souvent par énormément d'apprentissage, donc je passe beaucoup de temps à me former. On parlait psychologie, puis de tout un tas d'autres diplômes et certifications. À l'heure actuelle, il y a un institut qui s'appelle l'Institut NERA, qui a été lancé par le docteur Julien Pellabert, qui formait jusqu'alors à la négociation et qui vient de lancer un programme de détection de mensonges et que je vais suivre dans les jours qui viennent, je pense. Et parce que la détection de mensonges, en plus du fait que ça fasse envie, c'est un sujet qu'on traite beaucoup dans le cadre de synergologie, en psychologie également, et ça m'a l'air d'être abordé de manière
scientifique et avec beaucoup de sérieux. Et donc pour compléter un peu tout ça, et moi je parle pas trop de mensonges, mais plutôt d'authenticité, tu l'as compris, ça peut être pertinent pour apporter de l'objectivité aussi à mes clients que de me former à ça. Donc ça va être mon prochain challenge sur les 2 mois. Oui, Augustin, je te remercie en tout cas pour ce partage. C'est moi qui te remercie, merci à tous. Je te souhaite bonne chance du coup dans le développement de tes activités avec, j'espère, de nombreuses missions à venir. Merci. Et puis pour ceux qui auraient d'autres questions ou qui souhaitent passer à l'action, tu es disponible pour poursuivre les échanges. Avec plaisir. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur la page du podcast ou nous contacter directement par email ou remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast dédié à la gestion des talents. Retrouvez également toutes nos ressources sur notre site internet apostrophe.fr sur l'onglet ressources. Je vous dis à bientôt, au revoir.